Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Veto du mois. Chez Vet Masterclass, nous avons à cœur de vous accompagner dans votre quotidien de vétérinaire, mais aussi de manager ou simplement de vous faire découvrir de nouvelles inspirations. Le Veto du mois est pour nous un moment partagé avec des vétérinaires emblématiques de la profession. Un moment pour essayer de décrypter ensemble le parcours d'un invité, sa vision de la profession, des anecdotes, des conseils, ou encore des difficultés rencontrées. Bref, partagez le temps d'une interview, l'expérience de vétérinaires inspirants, des rencontres conviviales, comme si nous étions dans votre salon au coin du feu. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une vétérinaire avec un parcours atypique et incroyable d'engagement. Passionnée par la faune sauvage, elle commence sa carrière avec un projet de recherche en Afrique auprès des rhinocéros noirs. De fil en aiguille, elle développe une approche holistique pour répondre aux enjeux de conservation de la faune sauvage et des écosystèmes menacés. Mais impossible de vous la présenter en si peu de mots. On vous laisse découvrir son histoire et ses aventures qui nous ont comblés d'optimisme et d'espoir pour notre monde de demain. Olivier Geffroy vous emmène dès maintenant à la rencontre de Julie Garnier, cette femme exceptionnelle que nous avons eu la chance et le plaisir de rencontrer. Bonjour Julie, je suis très honoré de te recevoir sur ce podcast Vet Masterclass. Tu es donc notre veto du mois. Merci de nous consacrer ce temps. Mais merci beaucoup, merci à toi. Ça me fait très plaisir d'être là et de trouver la profession veto en France. Un petit peu. Merci. Très bien. Et donc tu as un parcours très très riche, on va dire, et je te propose de commencer par le début. Comment elle était cette petite Julie quand tu étais enfant, ou comment est venu ton rapport à l'animal? On remonte très loin. On part de très loin. On part de très loin. En fait, un rapport, je crois vraiment à la nature. J'ai toujours été passionnée de nature, passionnée d'animaux, de nature. Dès que je pouvais mettre un pied dans une mare, dès que je pouvais aller attraper des grenouilles, dès que je pouvais aller vers des chiens. On avait beaucoup d'animaux à la maison, mais ça m'a toujours passionnée. En fait, étonnamment, j'ai jamais pensé faire autre chose que veto. Donc on peut parler de vocation, mais c'est vrai que ça a été vraiment dès le début. C'était j'ai toujours dit j'aimerais être veto, je voudrais être veto, mais pour m'occuper, alors là, de façon assez précise, de faune sauvage. Voilà, parce que ce qui me passionnait aussi, c'est vraiment la nature. J'adore les animaux domestiques, il y a pas de. Mais d'ailleurs, vous entendez, je suis désolée, il y a un fond avec un jeune chien qui s'est pris des velléités de chien de garde. Donc ça a été vraiment toujours, alors aussi une passion des voyages, une passion de l'Afrique qui m'est venue parce que j'ai eu l'occasion d'y aller. Et donc voilà, veto, faune sauvage. Après que ça a évolué, mais voilà le parcours. Donc en fait, veto, c'était une évidence. Oui, c'était une vocation. C'était une telle évidence que je me souviens qu'en sortant d'Alfort, je me suis dit, mais attends, tu t'es là maintenant, ça y est, et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé vraiment la question de est-ce qu'il y aurait autre chose? Et en fait, non. Après, j'aurais quand même réfléchi un petit peu, mais non. C'est vraiment, voilà. Et ça l'est toujours, c'est toujours une passion. Et donc, tu as fait tes études à Alfort. Quel souvenir tu en gardes de ces études alforiennes? Sympa, ouais, évidemment. Évidemment, après, quand on sort de prépa et qu'on arrive à intégrer une école, et qu'on arrive à intégrer une école veto, Alfort en plus. Bon, Alfort ou une autre, hein, c'était vraiment très bons souvenirs, des très bons copains, des études un peu peut-être en décalage par rapport aux attentes, mais ça c'est évidemment je crois que c'est un peu ce qui se passe à travers toutes les études. On se retrouve à devoir traverser des matières, apprendre des sujets qui sont pas forcément passionnants. Et donc, c'est vrai qu'au cours de ces différentes années, j'essayais de trouver le lien avec la faune sauvage ou les écosystèmes, etc. J'avais beaucoup de mal, c'est vrai. Et donc, ça a été,
Après, ça a dû évoluer. Et du coup, comment pendant ces études tu as gardé ce lien à travers tes stages ou des rencontres, ou comment t'as fait pour garder ta motivation sur ton projet initial? Alors, ça a été un peu compliqué, je dois dire. C'est vrai que ça a été, c'est passé par des phases de grosses déceptions, dans la mesure où, bon, à travers l'enseignement, je me souviens, je cherchais désespérément dans les matières le petit mot qui allait me faire, voilà, il y a un lien effectivement avec la faune que j'ai trouvé peut-être après à travers les maladies contagieuses. Donc c'était un peu, voilà, c'est le sujet qui est d'actualité maintenant évidemment, les zoonoses et cetera. Donc je me suis dit: «Tiens, il y a quand même un petit avenir pour nous». Ensuite, j'ai pu faire des stages. Je me suis vraiment battue pour trouver des stages en Afrique. Alors pas toujours en lien avec la faune sauvage, mais je cherchais à chaque fois. Je finançais en faisant des reportages photos qui me permettaient de, voilà, de financer ces stages et je suis partie, dans différents projets, qui m'ont permis, ouais, de confirmer que vraiment c'était ce que j'aimais faire. Et puis à chaque année, je me souviens, les profs me disaient: «Bon, équine, petits animaux domestiques», tout ça. Je disais: «Non, non, faune sauvage». Puis pas mal de profs me disaient: «Mais non Julie, ça existe pas». «Mais non, arrête». Je me souviens de prof qui avait dit: «Non, non, mais Dactari, c'est fini». Et je disais: «Mais non, non, non». Non, en fait, voilà, j'ai donc essayé de trouver l'angle quand il a fallu essayer de penser à un sujet de thèse, mais ça, en fait, j'ai pensé dès la troisième année. Je me suis dit: «Il faut que je trouve l'angle». Il y a forcément un angle sur lequel on doit pouvoir intervenir, les vétos. Et donc c'était une époque où il y avait le déclin du rhinocéros noir et des rhinocéros commençait dans la nature. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai commencé à faire pas mal de recherches et je me suis rendu compte que cette espèce, déclinait en captivité à cause d'une maladie, d'une anémie hémolytique qui est assez proche de celle chez le cheval. Et donc je me suis dit: «Tiens, voilà, on a un besoin de véto dans ce cadre-là». Et puis, j'ai contacté les quelques vétos qui travaillaient là-dessus, en particulier un, avec lequel j'ai commencé à bosser. Je lui ai dit: «Écoutez, voilà, je veux faire ma thèse sur le rhinocéros noir». Alors ça, c'était avant d'en parler à mes profs, hein, aux profs, parce qu'évidemment après je te dis pas la galère pour trouver un prof qui acceptait de superviser ma thèse. Heu et puis voilà, il y avait une toute petite équipe, 2 vétos qui travaillaient en Angleterre à la Société zoologique de Londres sur les rhinocéros, que j'ai rencontrés très vite parce qu'il fallait que je garde cette motivation. Et ils m'ont dit: «Non, non, mais bien sûr que l'avenir nous appartient, nous, Veto. On est, il va y avoir justement», ils m'ont parlé de développement durable, donc ça, c'était déjà dans les années 90, hein, Ah oui. en disant: «La conservation doit être durable, le développement doit être durable, il faut que la conservation trouve des voies pour se financer et puis on va avoir toutes ces maladies à l'interface homme-animal». Donc des précurseurs, des visionnaires avec lesquels je travaille toujours. Donc c'est beaucoup de chance Super. aussi. Hem et ça m'a. Et ensuite je suis partie travailler là-bas évidemment et j'ai fait ma thèse Et véto, sur le rhinocéros sur noir. Super. Et donc pour revenir sur l'aspect études, alors tu devais Alfort, tu devais pas être très loin parce qu'il me semble que euh, j'avais lu un livre, c'était une femme peut-être Marie-Vonne Leclerc ou non, qui était vétérinaire aux zoo de Vincennes, pas très loin Oui, d'Alfort, non? Tu as eu à l'époque des contacts avec elle ou tu t'es intéressé absolument. un peu plus sur elle? J'ai même fait un stage d'alimentation aux eaux de Vincennes avec justement des amis, heu vétos qui étaient dans la même promo que moi. On est partis faire un stage sur le régime alimentaire des okapis et des girafes. Voilà. Donc dès que je pouvais, dès qu'il y avait une porte qui pouvait s'entrouvrir sur le domaine de faune sauvage. Et Marivonne était quelqu'un aussi de très précurseur, extrêmement dynamique, extrêmement engagée, extrêmement, motivante. Bon, elle était débordée et puis c'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore très peu de vétos pour les parcs zoologiques. D'abord, c'était pas des parcs zoologiques, c'était des zoos et puis il y avait très peu de vétos encore, donc elle faisait partie des toutes premières. D'accord. Et, pour en finir sur il y a des enseignants qui t'ont marqué, des
figures un peu emblématiques de l'enseignement veto qui ont été des mentors ou simplement dont tu gardes un très fort souvenir? Difficile. Heu, bon, des caractères évidemment, on a il y avait des caractères, il y avait, évidemment, Dominique Grandjean, ça fait partie de ces personnages, emblématiques, qui, voyaient un peu plus, large que le reste, et puis après non, on avait, Mayak qui a eu la gentillesse, qui était un assistant en chirurgie, qui a eu la gentillesse de superviser ma thèse, qui sortait aussi un peu du domaine, voilà. Bon, on avait une équipe extrêmement, il y avait une équipe extrêmement performante en médecine, qui m'a aussi qui était inspirante dans la mesure où c'était très rigoureux. Il y avait une démarche diagnostique qui m'intéressait énormément, et je pense que c'est toutes ces formations, en fait, sont extrêmement, enrichissantes, en fait. On se rend compte tout au long d'un parcours. On se sert de ces enseignements d'une façon ou d'une autre, mais je pense que surtout cette démarche diagnostique assez rigoureuse est intéressante. Et en fait, avant même tes études, on va dire adolescente ou peut-être dans la petite enfance, tu connaissais déjà l'Afrique ou tu connaissais déjà t'avais déjà cette ouverture un peu sur la faune? C'est quelque chose que tu connaissais ou que tu as découvert finalement au travers de ton aventure professionnelle? J'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, mais pas vraiment dans des environnements, sauvages. Non, c'est vraiment, quelque chose que j'ai découvert et ressenti à travers ces expériences professionnelles que j'ai pu construire. Alors, je me souviens que quand j'étais étudiant, les années après, on parlait beaucoup du phénomène d'Actari qui amenait un tas de jeunes à vouloir faire des études vétérinaires avec parfois une méconnaissance du métier, mais un attrait sur la côte sauvage. C'est peut-être ce que te disaient les enseignants en te disant Dactari, c'est fini. Moi, ce que j'ai observé quand j'étais prof à l'école, donc jusqu'en 2017, c'est que ça restait très très présent le souci, on va dire l'attirance pour la faune sauvage, le souci de la faune sauvage, et qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui s'y dirigeaient avec un côté un peu pessimiste. Hein, ils le voyaient comme un combat presque perdu d'avance parce que les places sont chères, on va dire. Il y a sûrement plus d'étudiants motivés par ça que de places à prendre. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces jeunes vétos qui sont à l'école aujourd'hui et pour eux, ce qui fait sens, c'est la faune sauvage? Foncez, continuez, persévérez, les ouvertures vont devenir de plus en plus nombreuses. Je pense surtout avec l'émergence du One Health dont on parlera probablement après, mais voilà, non, il est bien sûr qu'on a un rôle croissant à jouer sur toutes les interfaces, homme, animal, environnement, tout ce qui est, food safety, tout ce qui est je veux dire toutes les grandes crises que nous traversons aujourd'hui, on est on ne peut plus, avoir ces approches monosectorielles, d'où l'importance du One Health, et le rôle des vétos va devenir de plus en plus considérable. Maintenant, il faut que les formations soient adaptées et s'ouvrent aussi sur ces domaines. Voilà, donc on a quand même mais je pense qu'aussi ce feu sacré que parfois les vétos ont, il faut le garder, absolument. Moi, j'ai eu la chance de tomber, voilà, sur cette petite équipe qui m'a dit: «Vas-y, fonce», et heureusement que je les ai eus, heureusement. Sinon, le rêve s'écroulait, mais je pense que voilà, et puis maintenant, il y a quand même de plus en plus, de formation qui permet de faire ça, et 2, d'ouverture professionnelle. Donc C'est vrai surtout que moi, continuer. j'ai souvent dit aux étudiants quand j'étais à l'école, n'oubliez pas le petit enfant qui a rêvé un jour de faire ce métier et faites-le vivre dans votre quotidien, sinon ça va être long, hein, 40 ans de métier. Si on Ouais, si on donne pas corps aux rêves qui nous ont fondés finalement. absolument. Ouais, je crois qu'il faut Euh, continuer dans ses rêves. et donc toi, au travers pour élargir un petit peu la pensée générale des étudiants, ça fait partie moi des choses qui m'ont aussi un petit peu frappé quand je suis retourné à l'école après presque 30 ans après y avoir été moi-même, de voir comme c'était assez proche par bien des aspects de l'enseignement que j'avais reçu, alors que le monde avait tellement changé. Et donc toi, tu interviens dans les écoles, tu as des rapports avec les étudiants au travers de ton Alors activité aujourd'hui. oui, mais pas en France.
étonnamment. Alors probablement parce que j'ai surtout travaillé à l'étranger, mais j'interviens beaucoup dans des formations. Alors en Angleterre, oui, je travaille beaucoup avec le Royal Veterinary College où j'ai fait mon PhD aussi par la suite. Et puis d'autres universités sur effectivement des formations en lien avec le One Health. Et puis des formations aussi, voilà, je fais pas mal de mentoring avec des étudiants, sur des étudiants en Afrique, des étudiants, un peu à travers le monde, et pas seulement des étudiants puisque maintenant on déploie des formations One Health un peu partout. Donc oui, je suis très, très avide de les encourager, de les motiver, de leur dire, «Continuez, ouvrez vos champs heu, vos horizons» et puis surtout, il y a maintenant beaucoup de formations qui sont adaptées. On peut peut-être lancer un appel s'il y a des enseignants, voire des dirigeants d'écoles françaises qui écoutent ce podcast. Il y a sûrement quelque chose à faire. Moi, je pense que ça serait bien d'avoir peut-être une session un peu comme des TED Talks sur des sujets autour de l'animal. Même le One Health, ça mériterait d'être plus incubé, on va dire, et de rencontrer des acteurs privilégiés comme toi. Je pense que quand on est étudiant, ça peut être des rencontres marquantes. Mais probablement, je pense il faut absolument garder cette motivation. Alors maintenant, il est en train de se passer pas mal de choses, hein, au niveau du One Health et même en France. Il y a effectivement des formations qui sont déployées, en lien avec des écoles véto. Donc voilà, c'est en train de se passer. Il va y avoir un institut One Health aussi qui va être créé, et ça, c'est formidable, voilà, ça va, mais il faut surtout pas non plus que le One Health devienne sectorisé. En fait, il Bien sûr. faut voilà, Mmh. c'est ça Oui, le c'est même, danger et là, on est en train de ouais, réfléchir à ça. Il faut surtout pas qu'après ça devienne un peu, un château fort en ça lui-même, serait, surtout pas. Ouais, ça ce serait serait une dérive paradoxale. oui, exactement. Un Euh, paradoxe dérivant. c'est ça. Donc si on revient sur ton parcours, hein, pour comprendre comment ton histoire de vétérinaire s'est faite, donc tu sors de l'école, tu as arraché une thèse sur le rhinocéros. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, ce qui se passe après, je rejoins ces 2 vétérinaires qui travaillaient donc à la Société zoologique de Londres, pour travailler avec eux. D'abord dans un parc zoologique, Whipsnade, Wild Animal Park, qui était en périphérie de Londres, où là, évidemment, il y avait des rhinos, mais il y avait surtout, bon, donc hem, cette équipe aussi qui menait des projets de recherche sur les rhinocéros et là, on était en pleine débâcle, pour, protéger cette espèce. Alors, il y a 5 espèces de rhinocéros. Moi, je m'intéressais au rhinocéros noir. C'était le plus menacé à l'époque et surtout, on avait ce problème en captivité. On avait, 200 rhinocéros en captivité et ce véto me dit, «Écoute, regarde, on doit présenter un papier à une conférence sur le statut mondial des rhinocéros et je pense que la situation en captivité est bien plus catastrophique qu'on ne le croit». Donc je fais toutes les recherches, là-dessus et effectivement, je me rends compte qu'en fait, sur ces 200 rhinocéros, ils se reproduisent pas en captivité. Donc on avait 200 animaux dans les parcs zoologiques qui ne se reproduisent pas. Alors que les autres espèces, donc j'étends cette étude à toutes les autres espèces et les autres espèces effectivement arrivent à se reproduire en captivité. Donc grosse question, pourquoi? Et moi j'ai toujours, une petite, lumière qui me dit si quand il y a un pourquoi, il faut y aller. Donc quand il y a une porte entrouverte, on la pousse et donc je me suis dit: «Mais pourquoi ces animaux ne se reproduisent pas en captivité alors que les autres espèces de rhinocéros se reproduisent?» Et en fait, je continue mes recherches, je me rends compte que dans la nature, personne n'a jamais vraiment étudié la reproduction des rhinocéros noirs dans la nature. Donc je me suis dit: «Bah, il faut y aller». Donc je monte une étude. Donc là, c'était aussi j'avais la chance puisque j'étais avec cette équipe de vétos, la Société zoologique de Londres aussi avait des liens, dans pas mal de pays d'Afrique anglophones et les pays d'Afrique anglophones avaient déjà bien plus d'activités sur la faune sauvage, déjà à l'époque. Et là, je rencontre par ce réseau, hem, un autre personnage, visionnaire, qui était en train de monter un sanctuaire de rhinocéros au Zimbabwe, parce qu'en fait, les rhinocéros étaient en train d'être aussi complètement décimés dans les parcs nationaux, qui sont très difficiles à protéger. Donc il y avait toute une campagne pour créer des sanctuaires privés à l'intérieur du pays, qui sont plus faciles, pardon, à protéger. Enfin, c'est des parcs qui font, quand même,
500 000 hectares, donc c'est pas non plus. Et voilà, donc j'ai monté cette étude dans cet endroit. Et là, j'étais très impliquée, donc ça a duré 8 ans. Ça a duré une étude de 8 ans. Je me suis installée là-bas. Et puis il y avait toute ces programmes de conservation en écornait les rhinos, cette réserve qui était à l'époque la plus grande réserve privée d'Afrique, qui était en train de se constituer autour de ce sanctuaire de rhinos. Donc j'ai eu la chance de voilà de dès le début contribuer, participer complètement à la création de cette réserve. Mais l'autre aspect, c'était que ce personnage visionnaire, ou autre personnage visionnaire avec lequel je travaillais, hem, avait été élevé par des communautés locales et en fait, donc c'était de la conservation aussi très ancrée dans les communautés. Donc voilà, dès le début, j'ai eu la chance enfin, on a la chance, on a des opportunités qui se créent, on cherche des opportunités d'être dans les premiers pas de la conservation communautaire de la faune, de la conservation du rhinocéros noir, qui était une espèce emblématique et qui l'est toujours. Et voilà, donc j'ai appris vraiment sur le terrain, mais grâce à des toutes petites équipes, des gens visionnaires qui m'ont voilà, avec lesquels j'ai pu travailler et très vite j'ai pu voir l'impact de tout ce qu'on faisait. C'est c'est ce qui m'a donc amené au Zimbabwe pendant de nombreuses années. D'accord. Donc d'où cette sensibilisation au, on va dire, décentré de l'animal pour voir un écosystème plus largement, y compris les populations qui l'habitent, ce qui est souvent pas apparent, je trouve, dans ce qui remonte, on va dire, aux béotiens comme moi, hein. Si je suis vétérinaire, je trouve qu'on c'est intéressant de rentrer dans le grain du détail parce que sinon, one earth, one health, ça va rester que des mots si on rentre Ah pas mais dans cette compréhension. complètement, complètement. Alors là encore, c'est parce que je travaillais avec d'abord je travaillais uniquement avec des personnes locales. Il n'y avait pas d'expats. Donc déjà c'était et la plupart de ces donc je travaillais toute la journée avec des pisteurs qui, évidemment venaient des communautés locales et en fait ma vie était entre leurs mains puisque bon un rhinocéros, c'est pas il faut quand même faire attention. Voilà. Ouais. S'il se met à vous charger, à te charger, c'est effectivement on prend des risques et donc ma vie était complètement entre leurs mains au début et en fait je me suis rendu compte que leur savoir était absolument immense parce que quand on piste tous les jours des rhinocéros pendant 10 heures ou qu'on les observe, mais difficile parce que les rhinocéros noirs sont très secrets et vivent dans des habitats boisés, denses, donc difficiles à observer, mais c'est ça qui rend le projet attrayant. Heu et en fait, voilà, c'est toutes ces pisteurs avec lesquels on était pendant 18 ans, heu, m'ont appris leur lecture de la nature, leur compréhension de la nature, leur respect de la nature et le côté indissociable de leur existence par rapport à la nature. Et là, ça a été vraiment j'ai eu ce souvenir, je me souviens un peu comme on retourne un gant. C'est-à-dire que j'ai vu la conservation de la faune, des ressources naturelles, non pas par nos yeux à travers nos yeux d'Européens, où il y a plus beaucoup de nature par rapport à ces endroits encore extraordinaires, mais le voir à travers leurs yeux. Et je me suis rendu compte alors, voilà, leur demander de protéger ou de les associer à des projets de conservation du rhinocéros ou des éléphants ou de n'importe quelle faune, c'est c'est associé à pas mal de problématiques. Parce qu'on a du conflit homme sauvage, parce que ces populations vivent dans un état de pauvreté absolument phénoménal. Donc voilà, si on ne je me suis rendu compte mais aussi grâce aux personnes avec lesquelles je travaillais, que si en fait d'abord on n'associait pas ces communautés locales au programme de conservation, c'était lieu, ça n'allait pas marcher, mais surtout que leur savoir-faire était immense, puisque moi j'ai pu faire tous ces projets grâce à eux, hein, grâce au savoir-faire local. Et qu'en plus, ces gens avaient un droit légitime sur ces ressources. Alors, selon les législations en cours des pays, c'est plus ou moins vrai. Et malheureusement, la colonisation a souvent fait en sorte que ces parcs nationaux ont été délimités et les ressources naturelles de la faune sauvage n'appartiennent plus aux communautés locales. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tout un mouvement qui a permis de
réallouer ce capital naturel aux communautés locales et ça permet effectivement à ce moment-là, d'avoir une conservation durable. Sinon, on est dans des impasses. On ne peut pas avoir les parcs nationaux d'un côté, les communautés locales autour qui ne peuvent rien faire et qui vivent dans un état de dénuement absolument extrême avec zéro accès à la santé, à l'éducation, toutes les maladies du monde, pas d'eau, etc. Donc, et puis ce conflit à l'interface homme-faune sauvage qui est de plus en plus important maintenant avec l'accroissement de la population mondiale. Bien sûr. Voilà, donc ça a été vraiment une révélation, un changement de paradigme pour moi sur la conservation, sur ce que voilà, ma motivation et pas un combat, mais ce pourquoi je respire à chaque instant, bien sûr à part ma famille, mais c'est vraiment d'essayer de protéger, sauvegarder ce qui nous reste de nature et de biodiversité. Et je pense que c'est entre les mains de ces communautés locales, peuples autochtones, avec lesquels je travaille. Donc voilà, maintenant c'est effectivement le travail que je poursuis. D'accord. Et donc, en fait, après cette période de rhinocéros et toutes ces prises de conscience, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est-à-dire comment tu... Alors, il se passe que d'abord, effectivement, ma vision de la conservation s'ouvre complètement. Et puis le Zimbabwe est à côté du Mozambique. Le Mozambique est un pays qui a une très longue côte et qui sortait de 30 ans de guerre. Et là, on a pas mal d'amis. Alors je dis on parce que mon mari était au Zimbabwe aussi à ce moment-là. Et pas mal d'amis, dont de Veto Faune Sauvage, nous disent on a survolé le Mozambique, il y a des projets extraordinaires, il y a encore de la faune sauvage et il y a tous les ingrédients pour faire des programmes de conservation durable, communauté. Parce que si on avait associé le tourisme aussi pour rendre la conservation complètement durable, on avait développé donc au sein de ce sanctuaire privé de rhinocéros des lodges. Et donc là, nous partons avec mon mari, nous installer au Mozambique pour monter un programme de conservation, partant de zéro. Mais quand je dis zéro, c'est zéro moins zéro parce que le pays avait été détruit par 30 ans de guerre. Mais l'avantage, c'est que comme il y avait plus rien, il y avait tout à construire sur rien. Mais il y avait des communautés locales extraordinaires qui voulaient absolument développer évidemment des programmes, des projets. Et les ressources naturelles étaient absolument inouïes. Au nord du Mozambique, ce pays, cette zone avait été intacte, était complètement méconnue. Il y avait très peu de documentation sur la biodiversité et en fait, nous, on réussissait à y aller parce qu'on n'était pas très loin. Donc c'était des aventures hallucinantes avec un petit avion qui arrivait à peine à se poser parce qu'il y avait plus de pistes, il y avait plus rien. Et on a découvert une zone côtière encore indemne où il y avait voilà de la faune sauvage, des éléphants, des léopards qui venaient sur les plages, des îles coralliennes avec toutes les espèces marines dont on pouvait rêver, des récifs coralliens parmi les plus intacts et diverses au monde. Et là, on a construit pendant plus de 10 ans aussi un programme conservation durable, conservation communautaire, développement communautaire et tourisme, écotourisme très très respectueux de l'environnement, évidemment, avec les communautés. Et donc ça a été c'est une tranche de vie, c'est voilà. Et puis des expériences absolument inouïes parce qu'on était en terrain là vierge, terrain complètement vierge. Le gouvernement ne savait même pas où étaient les communautés puisque le pays avait été, en fait, cette zone-là a été inaccessible pendant 30 ans. Donc on avait toute une génération de gamins qui avaient été élevés dans ces zones-là, les Mozambicains, ils n'avaient jamais vu de blanc, ils n'avaient jamais vu voilà, donc c'était des rencontres de deux mondes, mais nous, voilà, puis on est parti des aspirations des communautés. On a passé beaucoup, beaucoup de temps avec, bien sûr, le gouvernement et puis surtout les communautés locales pour essayer de comprendre la relation qu'ils avaient avec la nature, le besoin qu'ils avaient de nature, évidemment, qui était phénoménal, et les autres aspirations et besoins qu'ils avaient, que ce soit au niveau santé, au niveau éducation, au niveau provisionnement en eau, etc. Donc là, c'était la vision de la conservation a été complètement transformée, évidemment, parce que là, c'était plus conservé. On pouvait plus aller, moi, je pouvais plus aller, je travaillais, il y avait énormément de conflits
faune sauvage, l'éléphant. Je me souviens être arrivé dans un village un jour et voilà, des éléphants étaient passés à travers le village, avaient tué un gamin. On rencontre la maman qui dit bon ben voilà, ma fille s'est fait tuer la nuit dernière, on marchait, les éléphants sont passés. Donc là, on peut pas parler de conservation d'éléphants. Donc on se dit que comment on va, sachant que la vision à long terme, effectivement, c'est de conserver cette biodiversité, ce patrimoine naturel, comment faire en sorte que ça devienne un patrimoine pour eux, alors que la situation la plus urgente en ce moment, c'est le conflit. Donc on a mis tout en place un programme de mitigation, résolution du conflit homme-éléphant dans cette zone, mais sur 5 ans. Donc tout ça, c'est et puis en même temps, on a développé plein de solutions à court terme pour réduire ce conflit. Donc à chaque fois, on est dans la vision à long terme et puis essayer de solutionner les problèmes court terme, moyen terme, long terme, parce que ces problèmes dont souffrent les communautés locales euh, sont, euh, euh, sont des questions de vie ou de mort, sont life threatening. C'est-à-dire que c'est pas oui peut-être, non, c'est on risque notre vie tous les jours. Et voilà, là encore, changement de paradigme pour moi sur ma vision de la conservation. Donc conservation très holistique associant une énorme composante de développement communautaire. En tout cas, bravo pour d'avoir contribué à ce projet qui est magnifique. J'ai une question, c'est puisque donc tu nous parles du gouvernement, etc. Donc, quel a été le contexte politique autour de tout ça? Parce que, alors c'est vrai que j'ai l'impression que on voit souvent des projets très drivés par les occidentaux et, qui du coup ne sont pas amenés à réussir parce qu'ils prennent peut-être pas suffisamment en compte justement la réalité locale et le contexte politique local, etc. C'était quoi le contexte, l'accompagnement, on va dire, le projet politique ou Le l'accompagnement projet de ce politique, projet-là? on avait là encore des personnages politiques très visionnaires, certains, qui ont vraiment fait en sorte que ce projet marche. Une jeune génération de politiciens mozambicains, un en particulier, qui a été un levier absolument extraordinaire pour ce projet. Il a dit c'est indispensable. C'était le gouverneur de la province à cette époque. Et il a dit c'est un projet qui est très très important pour nous, mais c'était quelqu'un qui avait cette sensibilité. Il était venu en fait au Zimbabwe voir déjà les projets euh, qu'il y avait là-bas. Et donc il a dit c'est tout à fait ce que je souhaite pour mon pays. Et puis en même temps on formait tous les scientifiques, enfin pas tous les scientifiques, mais on a formé beaucoup de gens du gouvernement, beaucoup de gens d'académiques, voilà. À chaque fois formation à tous les niveaux. Moi, à chaque fois les programmes passent par des déploiement de training programmes, que ça soit dans les écoles ou à travers les institutions, voire gouvernementales, ça passe par tous les niveaux. C'est super, je trouve ça très inspirant parce que je pense qu'en Occident, on a une vision très débusée de la politique et ça développe une espèce de pensée que de toute façon, qui que ce soit, quoi que ce soit, ça sert à rien. C'est pas capable les politiques ne sont pas capables d'accompagner les changements, etc. Alors que je trouve ça très inspirant de voir que non, la politique quand c'est bien fait, ça peut apporter des clés. Et je crois qu'il n'y a pas de. D'abord, je pense que les gouvernements, c'est pas un gouvernement dans un pays. Les choses évoluent forcément, mais quand il y a des opportunités, quand les planètes sont alignées, voilà, ça fait en sorte que quelque chose réussit et puisse se développer et être mené à bien. Mais la clé, c'est évidemment, je pense que la clé, c'est à chaque fois de partir des besoins des communautés locales, tels qu'elles le ressentent et pas tels que nous, on le perçoit. Et le problème, c'est que souvent, on a des organisations qui vont arriver sur le terrain et vont dire ah ouais, non, il faudrait ça, ça, ça et ça. Non, parce qu'en fait, les priorités des communautés locales sont complètement différentes. Et puis surtout, valoriser les opportunités que représente ce lien, respect, compréhension extraordinaire qu'ils ont de leur environnement et des ressources naturelles. Dans un autre domaine, mais on a invité cette année à notre séminaire François Sarano, qui est venu nous parler de sa rencontre avec les cachalots.
de l'île Maurice. Mais c'était très inspirant parce que justement il expliquait que on peut aujourd'hui on a accès à un savoir on peut savoir sur tout, mais que le savoir n'est pas la connaissance qui va naître de la rencontre, de la confrontation avec une réalité vivante, euh, et en fait cette connaissance, c'est cette rencontre sur le terrain avec des gens, des animaux, etc. Que c'est sur cette rencontre-là qu'on peut construire quelque chose. Mm. Et Absolument. c'est très intéressant. Et en même temps, un autre message qui qu'on avait trouvé très beau, c'est il nous a montré des plongées avec des requins et en nous disant en fait c'est un animal, c'est pas un mammifère, c'est un animal auquel encore plus qu'un cachalot, enfin un requin auquel on ne comprend rien, mais on peut voir qu'on peut partager un moment de paix avec un animal auquel on ne comprend rien, avec lequel on ne sait pas communiquer. Et lui trouvait que c'était porteur d'espoir par rapport à la capacité peut-être qu'on aurait à vivre en paix sur cette planète avec des humains et des êtres vivants auxquels on ne comprend pas grand-chose. Oui, je crois qu'aussi le contact, même si on n'a pas le même langage, à partir d'abord, je pense qu'il y a le langage articulé humain, et puis il y a beaucoup d'autres formes de langage, évidemment, que les animaux perçoivent. Les animaux ont cette perception fine. On parle maintenant des systèmes de cohérence cardiaque avec les animaux. Quand on voit les bienfaits de l'équithérapie, etc. Je veux dire, il y a énormément de choses qu'on a du mal maintenant à peut-être mesurer exactement, mais on a des phénomènes de résonance qui peuvent se passer avec la faune. Je sais que, enfin, on peut avoir Mais ces systèmes de compréhension je crois où qu'on est, il y a on moins est, de on est en train de, on est en train de mesurer de mieux en mieux. Chez le cheval, c'est l'espèce qui nous bah oui, c'est intéresse au fond des votre chefs, on évidemment, va ouais. dire. On a démontré, on a des études aujourd'hui sur les capacités cognitives du cheval qui sont incroyables, et notamment Ouais. le cognitif social du cheval qui est supérieur aux capacités cognitives sociales de l'homme dans un certain nombre de domaines. C'est très interpellant et je pense qu'on en apprend tous les jours. J'ai vu là que on a fait des études sur le loup qui ont démontré que le loup a un certain nombre de capacités cognitives pour décoder, on va dire, les humains, notamment le langage, enfin ce qu'il y a dans des intonations, etc., qui étaient des capacités cognitives du chien qu'on croyait dues à la domestication. Et on se rend compte qu'en fait, ces capacités existent chez le loup qui n'a pas été domestiqué. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises Non, sur la non, capacité de la faune et peut-être de la flore à nous, à nous et percevoir, à nous comprendre. oui, et puis je pense qu'on essaye toujours de ramener ça à nous. Moi, c'est ça qui me surprend, cette vision bon, évidemment, on est une espèce qui se croit dominante, mais voilà, on ramène toujours tout à nous, par rapport à nous. Mais si on essayait d'élargir ce champ en disant ne serait-ce que les communications interespèces, ne serait-ce que les communications entre plantes et animaux. Là, on est en train, évidemment, le domaine végétal s'est complètement ouvert depuis quelques années. Mm. On a réalisé tous les systèmes de communication, tous les réseaux qui existent, etc. Et moi, je me souviens, même quand je travaillais sur les rhinos, les, les, les pisteurs avec lesquels je travaillais m'avaient dit, tu sais, quand il y a une région qui est surpâturée par certaines espèces, donc sur broutés en fait, parce que c'était des browsers, les rhinocéros noirs, donc des brouteurs, et ils se nourrissaient d'une espèce d'arbre. Et quand il y avait trop de pression, de broutage sur cette zone, ils me disaient les arbres autour ne sont pas comestibles. Donc on savait déjà qu'il y avait, enfin, ils avaient perçu le fait qu'il se passait quelque chose entre les arbres. Et ensuite, après, ça a été mis en évidence le fait que les arbres qui sont surpâturés envoient un message aux arbres juste à côté, un peu plus loin, qui élève la concentration de tanins. Et à ce moment-là, cette concentration de tanins fait que ces arbres deviennent non comestibles, non digestibles pour l'espèce, et donc ils vont beaucoup plus loin.
Donc voilà, on avait mais eux me l'avaient dit, bien avant que ce soit montré et ça c'est tout Ouais, au long de ma carrière, ces exemples sont extrêmement nombreux. Donc cette perception est là, cette connaissance est là, elle n'est pas démontrée scientifiquement, mais elle est là et ça leur permet de gérer ces ressources d'une façon aussi durable. Voilà. c'est fascinant, hein. C'est complètement fascinant. Et donc, après cette expérience réussie du Mozambique, euh, donc après, qu'est-ce qui t'a porté? C'est l'envie d'élargir le modèle ou? Oui, 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 envie d'élargir le modèle, envie de voilà, de continuer un peu cette odyssée et de voilà, d'élargir. Il y avait aussi des un peu de monde, des gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait et donc du coup, tout au long de ce parcours-là, je travaillais beaucoup avec la Société zoologique de Londres et puis, là aussi avec un petit groupe de personnes, on crée, Odyssey Conservation Trust, donc une structure, en Angleterre, parce que c'est vrai que maintenant, enfin, j'ai tout au long de ma carrière, j'ai plutôt travaillé avec les anglo-saxons et qui permet de déployer des programmes One Health à travers le monde, dans des zones à forte biodiversité, sur ce modèle qu'on avait créé, au Mozambique, puis au Zimbabwe auparavant, mais avec une vision vraiment, extrêmement holistique. Heu et en particulier un travail aussi approfondi avec les femmes, puisqu'en fait cette expérience au Mozambique m'avait montré que le rôle des femmes, absolument incroyable, dans les communautés locales. Alors je travaillais beaucoup avec elles, j'avais de la chance puisque en fait on habitait dans l'endroit et puis on était les seuls blancs, donc on était vraiment, en première ligne et puis petit à petit, voilà, j'ai pu échanger avec les femmes, j'allais, je me souviens un jour elles m'ont dit mais je leur posais des questions alors on avait aussi des programmes sur, des îles coralliennes et un jour les femmes du village sur l'île me disent, je leur posais des questions sur la pêche, sur les problèmes, et cetera et elle me dit: «Beh, viens pêcher avec nous demain». Voilà et puis ce genre d'expérience, on comprend vraiment qu'on va pêcher 8 heures le poulpe à marée basse avec les femmes et on revient après, avec une petite casserole et au fond de la casserole 3 coquillages et elles disent: «Voilà notre problème». Parce que notre problème? Le problème, bah, il est là, regarde. Voilà, parce qu'il y avait une pression de surpêche par rapport à des pêcheurs itinérants qui venaient d'autres pays ou d'autres provinces et qui, en fait, utilisaient leurs ressources et cette communauté n'avait pas les moyens de se protéger. On a fait intervenir le gouvernement pour restaurer les outils légaux pour que cette communauté ait le droit de, gérer leurs propres ressources halieutiques. C'est un processus qui dure longtemps, hein, ça, mais maintenant, c'est utilisé comme modèle à travers tout le pays et à travers d'autres endroits pour créer ces aires communautaires marines protégées, mais qui sont entièrement gérées par la communauté des pêcheurs. Et là, c'est beaucoup partie des femmes, les femmes qui sont souvent en arrière, euh, qui sont souvent en retrait dans les conversations. Et puis quand on est une femme, moi je parlais beaucoup avec elles et elle m'avait accepté et donc j'ai pu comprendre beaucoup de dynamiques, beaucoup de rôles, de responsabilités qu'elles avaient et effectivement, tous ces rôles, ces responsabilités, que ce soit en matière d'utilisation des ressources, là, par exemple, elle pêchait le poulpe à marée basse, elle s'occupe bien sûr de tout ce qui est santé familiale, elle s'occupe de tout ce qui est sécurité alimentaire, et donc elles essayent de faire pousser des récoltes, elles ont toutes ces tâches qui sont liées au développement et pour moi, c'était devenu évident qu'il fallait vraiment travailler, d'une façon un peu différente avec elles et à chaque fois, les projets qu'on a pu développer avec elles, qu'elles ont mis en place, hein, sont étaient le plus durable parce que c'était elles qui géraient. En fait, moi, à chaque fois, j'essayais juste d'insuffler, de donner, voilà, de mettre en œuvre de j'ai beaucoup je dans ces programmes, je sers surtout de catalyseur pour qu'elles réagissent, qu'elles mettent en place des programmes. Là, par exemple, elles voulaient mettre en place un petit centre d'artisanat qu'on a pu développer, un projet maraîcher aussi qu'on a pu mettre en place et tout ça, ça leur donnait une autonomie absolument incroyable et c'était leur projet ensuite qu'elles menaient à bien et
voilà, donc ça m'a ouvert les yeux sur ce rôle, les rôles et responsabilités des femmes dans les communautés, c'est comme partout, hein, c'est pas Bien nouveau. sûr, bien sûr. Mais quand on vit entouré de biodiversité, c'est effectivement, ces rôles et responsabilités sont extrêmement importants pour la conservation des ressources. Et donc aujourd'hui, quels sont les quelques-uns des projets en cours actuellement? Alors, des projets en cours sont, on a des projets en cours au Maroc, alors sur différents volets, des projets de là, on a pu déployer une autre, heu, association One Health au Maroc qui maintenant, bat son plein, développant des projets, de formation, de, de travail aussi avec les femmes dans l'Arganrais et dans des endroits à forte biodiversité du Maroc. Donc là, on a pu créer des jardins de plantes aromatiques et médicinales, on a pu mener des pour valoriser le savoir-faire des femmes lié à la biodiversité, puisque ce sont les femmes qui utilisent cette biodiversité végétale. Les plantes médicinales sont évidemment un aspect extrêmement important de la santé dans ces zones-là. Développer des programmes de prévention de certaines maladies, de certaines zoonoses comme la rage, la leishmaniose. Et puis parallèlement, j'ai aussi toute une activité de formation avec une université là-bas, l'université Mohamed VI, Polytechnique, qui intègre One Health dans son curriculum. Donc petit à petit, on est en train de mettre en place pas mal d'activités qui permettent aux étudiants d'appréhender cette notion et de se l'approprier. Je crois que c'est important que le One Health devienne c'est une notion extrêmement polymorphe. Et en fait, elle peut ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que chaque formation se l'approprie et l'exploite au maximum pour en tirer le meilleur. Et voilà, donc pas mal d'activités aussi, donc de formation, et puis aussi des programmes au Sénégal autour d'un parc, autour de parcs nationaux. On avait des projets donc là aussi essayer de développer des programmes pour les femmes avec vivant autour de ce parc national et on retrouve les mêmes problèmes, conflits hommes-faune sauvage, problèmes d'approvisionnement en eau, problèmes de pollution, problèmes de manque d'accès aux ressources naturelles, etc. Donc on travaille beaucoup avec le gouvernement et sur le fait d'essayer de trouver des solutions dans un cadre One Health, ça en partenariat aussi avec l'université au Maroc. Donc on établit beaucoup de partenariats multidimensionnels qui font voilà amener plein de parties prenantes pour essayer de résoudre ces Et vous problèmes. travaillez en direct avec ces gouvernements ou vous avez besoin d'un relais politique Non, j'ai des relais en fait en fonction de. Non, c'est maintenant je travaille, je suis amenée par d'autres intervenants, voilà, qui essayent d'amener cette dimension One Health sur des programmes, par exemple, et qui vont faire appel à nous pour venir insuffler cette notion dans leurs programmes, que ce soit des programmes Ok. académiques ou des programmes sur le terrain. Et donc à partir Toi, de là, on utilise les relais. sur ces projets, tu es opérationnel ou tu as aujourd'hui plutôt un rôle de management global des différents projets ou Oui, 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 plus management global, oui. Alors voilà, et puis surtout le gros objectif et modus operandum, c'est vraiment des équipes locales, évidemment. Former des bien équipes sûr. locales et surtout maintenant, il y a tout un ensemble de formations qui peuvent être déployées. Donc voilà, on a cet énorme réseau One Health qui fait en sorte qu'on essaye vraiment de mettre ensemble des parties prenantes, vraiment avoir cette vision très holistique. On associe le secteur privé aussi dans ces partenariats souvent, et le fait qu'on ait vraiment une conservation, développement durable, une vraie vision One Health. Donc c'est pas uniquement l'interface homme-animal avec juste des zoonoses, hein, on est bien au-delà. On travaille sur l'accès à l'eau potable, on travaille sur la sécurité alimentaire, sur les maladies non transmissibles, on travaille sur la diversité nutritionnelle et bien sûr sur la biodiversité. Le point d'ancrage, c'est la biodiversité. Et puis le cœur de toutes ces activités. Et puis bien sûr, en trame de fond, des activités qui sont ce qu'on appelle gender responsive, sensibles au genre, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une écoute
une oreille très attentive avec les femmes et mettre en place des composantes de programmes qui permettent de répondre à leurs besoins. Et du Donc on est coup, sur la santé maternelle aussi, on est sur voilà, plein d'autres composantes. et en termes de formation, de pédagogie, vous avez une approche très singulière ou vous êtes plutôt assez classique? Donc vous avez une vision spéciale sur cette Moi, je suis assez pédagogie? pragmatique. Moi, je suis assez pragmatique. C'est-à-dire que voilà, j'essaye de faire passer aux étudiants le message que un enseignement, peut-être parce qu'aussi j'avais pas trouvé ça dans mon enseignement, et puis je pense qu'aussi on est face à des crises qui ont besoin d'action, qui nécessitent de l'action, vite, rapide. On peut plus tergiverser, on peut plus s'étendre sur des rapports, et je pense qu'aussi on a pas mal d'étudiants. Moi, je vois à chaque fois après des journées d'ateliers ou des tables rondes ou des formations, etc. Ils me disent mais comment on peut faire? Comment voilà, on veut mettre la main à la pâte, on veut changer les choses. Mmh. Et je pense que c'est ça, on a la chance d'avoir cette nouvelle génération qui veut changer les choses, qui heureusement, nous, on a une énorme responsabilité à leur donner des outils, à leur montrer le chemin, à les accompagner dans ce changement, et puis surtout nous aussi de faire la part de changement autant que possible. Et voilà, donc un enseignement plutôt pragmatique sur les clés. Voilà, on utilise les techniques. Voilà comment on peut le. Donc à chaque fois, effectivement, j'associe énormément une composante terrain, puisque à chaque fois j'ai des exemples de terrain à pléthore que Mmh. j'illustre, par lesquels j'illustre ces formations. Et comment ils sont financés ces différents projets? Alors financé à travers des fondations internationales, des partenariats avec des entreprises, des voilà, des universités, euh, des moi, je travaille aussi sur des projets financiers par l'Union européenne, des programmes de recherche. Voilà, donc c'est toute une diversité de financement. Qui démontre qu'il y a quand même une motivation aujourd'hui à porter ces projets-là. Une motivation Oui, assez large. on Mmh. se rend compte, en fait, moi je me suis rendu compte maintenant, là, depuis quelques années, les gens, en fait, beaucoup d'institutions ou dans tous les domaines disent mais comment on peut maintenant, oui, il faut, alors le grand changement de paradigme, c'est que tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement la biodiversité, sans biodiversité, on n'allait pas aller très loin, qu'il fallait la conserver, que les méthodes de conservation actuelles étaient peut-être pas top, sinon on n'en serait pas là. Donc, comment faire en sorte de conserver d'une façon peut-être plus Mmh. durable la biodiversité, tout en respectant les droits humains, tout en respectant toutes les parties prenantes, les femmes, etc. Donc c'est pour ça que maintenant, peut-être, voilà, les gens viennent et s'intéressent à ce qu'on fait en disant, bah, écoutez, est-ce Mmh. que vous pouvez insuffler voilà, cette méthode et Bien sûr. cette approche. Voilà, mais il y a une demande. Les gens maintenant, et puis il y a une obligation. De toute façon, maintenant, tout le monde a un peu cette obligation de s'intéresser au sujet. On peut plus rester les bras croisés. Non, c'est vrai, mais je trouve que c'est aux endroits où vous allez, ce sont des challenges absolument énormes. Et je trouve mais en même temps, finalement, c'est très inspirant, même pour le faire à une échelle qui est pas du tout la même, mais dans les pays occidentaux. Parce que quelque part, une partie des défis est commune. Il y a une différence d'échelle, mais une partie des défis est commune. Oui, complètement. Ce qu'on fait en Afrique ou en Amérique du Sud depuis 20 ans, 25 ans, maintenant c'est en train de se passer ici, donc évidemment. C'est Ouais. tous Oui, les c'est vrai. C'est problèmes vrai. de l'amenuisement et des ressources naturelles, c'est en train de se passer. Le problème d'approvisionnement en eau potable, le problème d'événements climatiques extrêmes. Au Zimbabwe, j'avais sans arrêt, on avait des épisodes de sécheresse, on a eu d'ailleurs on a eu une sécheresse intense qui a permis justement par exemple, créer ce sanctuaire de rhinos dans la mesure où tout le bétail dans la région est mort. Et en fait, il faut se dire, voilà, ce qui est en train de se passer en Europe, je crois qu'il faut certainement, évidemment, combattre quand on a des feux de forêt, quand on a évidemment, mais se poser la question de fond. Ce qu'on a fait jusqu'à présent dans ces zones-là n'était pas adapté. Ouais.
la forêt monoespèce qui administre toutes les ressources, certes, bien sûr, c'est un modèle économique, mais qui n'a pas pris en compte l'écologie. Donc maintenant, il faut rétablir un peu cet équilibre. Et je crois C'est qu'il faut vraiment se poser à chaque fois les questions de fond. Il faut quand même se près poser la question. près de chez moi, il y a la maison de Réaumur, qui était donc un savant à l'époque du siècle des Lumières, très intéressant à visiter parce que c'est des gens qui avaient un attrait pour la faune, la flore, la physique, la chimie, et dans sa maison de lettres qu'il a écrit au gouvernement parce qu'il se préoccupait de l'état des forêts dans 200 ans. Disant, on est en train de planter ça pour tel besoin, etc. Mais est-ce qu'on a réfléchi et j'ai trouvé ça extraordinaire. Si on parle de lumière, moi je trouve ça incroyable de se dire, se préoccuper de ce qu'on fait aujourd'hui, les faits dans 200 ans, c'est d'une modernité absolue et je pense c'est aussi sûrement des gens qui avaient un rapport à la nature imposé, mais qui du coup était très fort. Oui, je crois qu'aussi quand on a cet intérêt, cet amour de la nature, moi, j'essaye vraiment, j'appréhende les choses dans leur globalité parce qu'en fait, on voit, on est sans arrêt en train de percevoir les relations entre les différentes espèces. Et je pense que c'est ça le problème, d'où l'approche One Health. On n'est plus dans cette approche en silo, ce mode de pensée linéaire. Là, on travaille beaucoup justement avec pas mal de gens sur tout ce qui est system thinking, pensée systémique, dans tous les domaines, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le domaine forestier, que ce soit les modèles économiques, cette pensée linéaire avec un problème, une cause et on trace une droite. D'ailleurs, même au niveau médical, au niveau traitement diagnostic, on peut plus fonctionner comme ça marche pas. Donc, c'est sûr. ce modèle de pensée systémique est en train d'être déployé de plus en plus, et c'est la base du One Health. C'est vraiment à chaque fois on utilise ça comme valeur, core value, c'est vraiment un pilier central du One Health, cette pensée systémique. Et en lisant un peu avant cet entretien, en lisant un peu le parcours et puis tout ce que tu as fait, je me disais, est-ce qu'une partie de l'enjeu dans nos pays occidentaux, c'est qu'on redevienne pas indigène de notre pays. C'est-à-dire je crois que alors pour moi, pas revenir autochtone ou indigène, mais certainement appréhender ce savoir-faire. Je pense que dans les campagnes, il y a encore quelques personnes qui ont des savoir-faire. Il y a toute une génération qui est repartie s'installer dans les campagnes pour développer des activités basées sur l'exploitation des ressources naturelles ou des ressources agricoles ou des petits modèles d'agroécologie, etc., qui sont extraordinaires. Donc, on redécouvre ça. Et là, c'est une façon de redevenir, recréer ce lien avec la nature. On a besoin de retrouver ce lien, de respecter ce lien, de comprendre que la nature, on ne peut plus être dissocié de la nature. On ne peut pas se passer de nature. On n'a pas de vie sans nature. Et là, c'est un peu le problème. On arrive un petit peu à pas une impasse, mais on a évidemment l'intelligence artificielle qui est en train d'être déployée. On a toutes les nouvelles technologies qui sont là, et il y a un peu tout un ensemble de personnes qui vont dire, en fait, ça va nous aider à solutionner les crises que l'on a, que ce soit les modèles de crise de transition énergétique, etc. Donc certes, ça nous aide, mais ça ne va pas recréer la nature. Donc, ce qui nous reste de nature, il faut absolument le conserver. Il faut régénérer aussi sur plein d'autres parties, dans toutes les activités agricoles, même les modèles urbains, etc. On peut régénérer, mais il ne faut pas se leurrer en se disant si on a cette nature à côté, ça va, c'est notre soupape de sécurité. C'est à nous aussi de comprendre ce lien profond que l'on a, mais ce lien physique. C'est un lien physique. On ne peut pas respirer sans air pur, on ne peut pas vivre sans eau fraîche, sans eau potable. Là, tous ces éléments naturels sont en train d'être pollués, diminués, et l'accès que l'on a est en train de diminuer considérablement. Donc, on se rend compte qu'on en a besoin, mais on n'a pas ce respect profond encore.
c'est pas encore là. On se dit oui, on en a besoin, donc il faut effectivement dépolluer, il faut décarboniser, etc. Et je pense que On voilà. a, et c'est vrai on a cette, on s'aperçoit au travers des expériences qui sont faites, dont celle que tu portes, que en fait la nature a quand même une forte résilience et que paradoxalement cette résilience elle est contre-productive dans le sens où on peut se dire bah oui, la nature résiliente elle va se réparer, alors que je pense qu'il y a un moment donné où il pourrait y avoir un point d'inflexion où la résilience sera plus là et on aura ce qui sera perdu sera perdu. Absolument. C'est alors les deux éléments de ce que tu as dit sont totalement euh, réels. Pour l'avoir vécu, cette résilience de la nature, puisque ce sanctuaire de rhinocéros noir qu'on a recréé euh, était sur des terres qui avaient été complètement surpâturées, dégradées, érodées par un élevage de bétail qui n'était pas du tout adapté aux conditions semi-désertiques, de cet endroit. Donc, moi j'ai vu au cours des années ces terres se régénérer, le bétail ayant été tué naturellement par cette sécheresse extrême. On a ramené des rhinocéros, on a ramené des éléphants dans cet endroit, on a amené quelques antilopes, mais petit à petit, la nature s'est reconstituée d'une façon extraordinaire. Et ça marche aussi, c'est là où aussi on ne peut plus parler de modèle linéaire, une cause, un effet. J'ai vu ces paliers par lesquels tout d'un coup il se passe rien, et puis tout d'un coup, voilà, on a les prédateurs qui reviennent, il y avait des lycaons qui sont revenus dans la réserve, alors ils avaient complètement disparu, ils avaient été complètement exterminés par par les propriétaires avant. Donc voilà, j'ai vu la capacité de résilience de ces terres, où il restait un peu de biodiversité, mais plus, qui s'est reconstituée, régénérée, et maintenant cet endroit permet de repeupler d'autres endroits. Et c'est ce qui est en train de se passer en Europe avec toutes les expériences de rewilding auxquelles on est en train d'assister. Donc ça, formidable. Mais effectivement, il faut aller vite et il faut pas lâcher prise parce que dans ce modèle, oui, il faut pas se dire on peut le faire, donc c'est une raison d'inaction. Les modèles de changement climatique, là, il y a eu des modélisations très intéressantes qui ont été portées d'ailleurs dans les dernières COP sur les tipping points, points de bascule. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais ce sont des tipping points. C'est un ensemble de tipping points qui relient des événements climatiques comme la perte de la calotte glaciaire, la circulation du jet stream, etc., la perte de la forêt amazonienne ou la désertification de la forêt amazonienne, tous ces points sont reliés entre eux. Donc on a un effet domino. Quand on va inverser les tendances sur un point, il va y avoir des répercussions sur tous les autres points. Et on peut perdre à ce moment-là l'ensemble de ces éléments. Et dans la nature, le problème que l'on a, c'est qu'on est assez ignorant. On connaît 2 millions d'espèces, il y en a peut-être 10 millions, il y en a peut-être 50 millions, il y en a peut-être 100 millions, on ne sait pas. Donc gardons cette humilité pour se dire, oui, ce qu'on arrive à protéger, protégeons-le, on peut perdre les choses. On peut les perdre parce que si on a ces effets dominos dans la nature qui se passent, on sait ce qu'on perd, mais on n'arrive pas à quantifier ce qu'on ne connaît pas. Donc on perd, on sait qu'on a 1 million d'espèces qui sont menacées aujourd'hui d'extinction. On en a peut-être 10 millions, on en perd peut-être 200 000 tous les mois, je ne sais pas. On ne sait pas. Donc, on n'arrive pas à quantifier. On ne peut pas. Donc, il faut absolument, absolument avoir ce principe de précaution et surtout pas. Là, on est sur le curseur arrogance-humilité. Si on retourne la position arrogance, c'est fini. Il faut basculer, humilité, donc régénérer, conserver ce qu'on a, respecter les gens qui aussi ont ce savoir et ont des entreprises. Moi, je pense à tous les gens, les jeunes qui s'installent pour mener ces entreprises d'agroécologie, restaurer aussi des élevages avec des races qui étaient en train d'être perdues, etc. Ça, c'est des entreprises absolument extraordinaires qu'il faut soutenir et qu'il faut multiplier. Enfin, ce sont des initiatives absolument précieuses et importantes. Et toi aujourd'hui, donc au-delà du trust, on va dire, comment
comment s'organise ton action Toujours à plein niveau à plein de niveaux. Que ce soit, voilà, à chaque fois je fais partie de plein de mouvements, de working group, là, on était en train de mener pour le prochain G20 une, d'élaborer toute une série de recommandations avec la tribu des Kogi en Colombie, qui sont considérés comme des sages extrêmement, euh, qui sont déjà venus en France, mais qui ont une connaissance, là encore, de la nature et qui ont lancé des cris d'appel sur la conservation de la biodiversité et la conservation des ressources depuis très longtemps. Et avec lesquels, voilà, on a mis en place toute une série de recommandations qui vont être présentées au prochain G20. Donc là aussi, essayer d'intégrer tous les acteurs. Ce sont des acteurs absolument très importants. Il faut absolument prendre en compte leurs connaissances et leurs recommandations. Et déploiement donc de projets, déploiement de formation, déploiement de voilà, essayer de faire passer des messages dès que je le peux pour je crois il faut surtout garder l'espoir, mais il faut pas rester les bras croisés. Il faut absolument que tout le monde se mobilise. Il faut absolument élargir le champ d'action de tout le monde, encourager le déploiement de cette approche One Health, les collaborations, les coordinations d'action, les formations. Voilà. Donc, moi, mes actions, ça va de messages dans les écoles jusqu'au gouvernement ou au G20. Donc, c'est à tous les niveaux essayer de faire en sorte qu'on reste pas les bras croisés et montrer comment. Pour toi, la profession vétérinaire, donc dans le para, elle est suffisamment présente, elle est bien présente dans cette réflexion One Health, aux Oui, endroits oui, où tu agis. oui, oui, oui. Les vétos ont pris la main sur le One Health assez vite. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est élargir le champ d'action. C'est amener les agronomes, les ingénieurs, les social scientists, les anthropologues, voilà, vraiment élargir. Je pense que ne serait-ce que par exemple quand on parle de modélisation et déploiement écologie, greening of cities, voilà, quand on parle de reverdir les villes, déployer des espaces verts dans les villes, mais ça dans tous les pays du monde, ça fait partie de l'approche One Health. Comment, Bien parce sûr. qu'on crée des interfaces, on crée donc là, on est moins dans la partie veto, mais il faut faire appel aux architectes, aux landscape designers, donc en fait, toutes les professions peuvent se mobiliser sur cette approche et il le faut. C'est une approche, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est bien sûr l'optimisation de la santé de tous, Bien mais sûr. voilà, donc je pense que oui, euh, les vétos ont bien compris leur place. Maintenant, on a été dans la phase de conceptualisation d'approche. Maintenant, on est dans la phase, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà. Nous, on peut montrer la façon dont on peut l'utiliser, l'opérationnaliser dans des contextes bien définis. À chaque fois, il faut que ce soit très contextualisé. Je pense que quelque part, moi, mon impression, c'est on a une mutation, j'allais dire politique à faire, parce que je pense que particulièrement en Occident, mais ou non, je crois partout sur Terre, on est dans des systèmes que j'appellerais top to bottom, c'est-à-dire très Mm. centralisés, et que les solutions, et je trouve que c'est illustré par ce que tu as fait dans ces pays, moi je crois qu'aujourd'hui la solution au défi, elle est dans un système bottom to top, c'est-à-dire que ça soit ce que vivent les gens dans leur quotidien, dans leur village, dans leur endroit, dans leur île, que ce que les gens vivent là, qui soit la clé de faire remonter des comportements différents, des choses différentes. Et moi, j'habite un petit village, je suis sidéré comment dans un petit village de moins de 3000 habitants, il y a très peu de débats. C'est-à-dire qu'il y a des directives, des décrets d'application qui arrivent sur un maire qui prend des décisions. C'est-à-dire qu'on on recrée ce petit système, alors que si tout le monde dit qu'il faut manger local, mais je pense que si les gens d'un village de moins de 2000 habitants se rencontrent pour dire comment on fait pour manger local, comment on fait pour que dans la cantine des enfants ça soit comme ça, comment on fait, s'il y a la même discussion, il y a un agriculteur d'à côté qui va peut-être
faire moins de blé, mais un peu de maraîcher pour son village, etc. Moi, je pense on a ce paradigme à changer, et c'est surtout qu'en fait, si on fait comme ça, on rentre dans l'expérience, c'est-à-dire ce que fait le village A va peut-être mieux marcher que ce que fait le village B, et on va progresser. À une autre échelle, on voit ça dans les cantons suisses, hein, où on voit des solutions très différentes qui sont prises sur des sujets et qui permettent d'avoir cette approche expérimentale plutôt qu'attendre que d'en haut descende une solution pour tout le monde qui sera peut-être une solution catastrophique aussi. Absolument. Je crois que c'est la clé. Quand on parle de biodiversité, on parle beaucoup de contexte. On parle de terroir, on parle de landscape, on parle de, voilà, chaque région, en fait, a sa propre biodiversité et sa culture. Puisque maintenant, on parle de patrimoine bioculturel. Et on s'est rendu compte que dans les zones où il y a de la biodiversité, en fait, les zones superposent la carte des biodiversités hotspots dans le monde. Et ce sont les zones à forte diversité culturelle. Donc, on parle de, quand il y a la nature qui est restée, la culture est restée en général. Et si effectivement on a cette approche top-down, on rate complètement cette contextualisation. Donc, ce que tu suggères, qui est exactement ce que nous faisons, la façon dont on opère, c'est qu'en fait, on va déployer un premier programme modèle One Health dans une région, dans une région assez singulière par tout l'ensemble des éléments. Donc, on va essayer surtout de comprendre le contexte bioculturel, socio-économique. Et à partir de là, faire naître un projet, une initiative One Health, qui ensuite pourra être déployée ailleurs et adapté, contextualisé. Si on fait du top-down approach, on rate complètement cette contextualisation. Donc, ce qui marche peut-être dans un endroit, on le voit avec les aires marines protégées, avec les pêcheries, la gestion des pêcheries. On peut interdire à des endroits où il y a encore de la pêche un petit peu artisanale, plus beaucoup, mais il en reste un peu. Certaines initiatives qui viennent de l'Union européenne ou des gouvernements. Ah, il faudra arrêter la pêche 4 mois par an. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, si cette initiative permet de autonomiser plus les pêcheurs, leur faire comme on a pu le faire dans d'autres endroits, faire en sorte que eux participent à la gestion des pêcheries, à la gestion des espèces menacées, se portent en observateurs, en gardiens des ressources naturelles, plutôt qu'ils soient pointés du doigt, parce qu'on mélange tout, on mélange la pêche artisanale et la pêche industrielle, et quand on voit des carcasses de dauphins qui sont échouées sur les plages, tout le monde se monte du doigt, ça marche pas. Donc après, on a des initiatives, des directives qui viennent de l'Union européenne ou des gouvernements. Ah ben voilà, c'est vous les pêcheurs qui êtes responsables de la surpêche, et pas le petit pêcheur local. C'est pas lui qui va être responsable de la surpêche. Bien sûr. On a la pollution, on a les pêcheries industrielles, on a le changement climatique qui fait en sorte qu'on a cette. Donc c'est ça One Health, c'est mettre ensemble tous les acteurs pour que chacun écoute l'autre. Et en fait, les problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est pas une personne responsable. On revient à cette pensée linéaire. Un problème, ah c'est toi qui es le problème, c'est toi qui es le responsable. Non, on a une maladie, ah c'est ça l'agent pathogène. Mais non, ça marche plus comme ça maintenant. On peut plus fonctionner comme ça. Bien sûr. Donc vraiment, et ça revient à cette contextualisation. Donc l'approche top-down ne peut pas fonctionner. Il faut que ce soit bottom-up. Passionnant. C'est passionnant. Moi, je suis souvent frappé par ces enjeux, par que beaucoup de gens, et je pense que c'est particulièrement vrai peut-être des politiques, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, on est souvent confronté à l'absence de savoir comment faire. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, que beaucoup sont sur des pouvoirs de décision, que ce soit des grosses entreprises dans le monde politique, sont conscients des enjeux, sont conscients des problèmes, mais ils arrivent dans un no man's land, plutôt une terra incognita, ils savent pas comment faire. Et ma question serait, parce qu'on a une audience sur ce podcast qui est très vétérinaire, donc si on prend des jeunes vétérinaires qui ne savent pas très bien quoi en faire, comment faire? Comment faire pour entrer dans la démarche? Comment faire si on veut s'engager dans quelque chose? Voilà, ce serait ça ma question.
on est vétérinaire, on a une vie Ouais. débordante, on a ses soucis. En même temps, on est même à une place où on peut être particulièrement très conscient de ces problèmes-là, et on se dit, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a l'étudiant et puis il y a le praticien. Ta question est plutôt portée sur le praticien ou l'étudiant ou Oui, ou sur les deux? l'étudiant, parce que l'étudiant, c'est lui qui va porter, lui qui va Ouais. porter, Mais l'étudiant, je pense on va que dire, l'étudiant, et puis après, généraliser, on va dire. oui, mais je pense que l'étudiant déjà maintenant on a accès évidemment à toutes les informations, encore faut-il savoir les choisir. Si l'étudiant est motivé, intéressé, sensibilisé à un domaine en particulier, je ne sais pas, que ce soit, la régénération des forêts, que ce soit l'eau, que ce soit la thématique de s'il y a quelque chose qui le fait vibrer, qui le fait vraiment, ce en quoi il croit, il est sensibilisé par sa famille, par son contexte, son environnement. Je Parce qu'il faut cette motivation. Si on a C'est difficile de garder un peu je peux le dire par moments, les gens me disent: «Mais comment tu gardes encore l'espoir?» Je le garde parce que oui, j'ai le j'y crois, je pense qu'on peut vraiment faire les choses. Donc il faut vraiment avoir cet ancrage dans on y croit. Parfois, c'est dur d'être seul. Donc ma recommandation, ce serait essayer de trouver un groupe de copains, d'étudiants, OK? Créer des clubs, créer un club One Health dans les écoles véto. Ce qu'on est en train de faire dans les écoles vétérinaires, ailleurs, faites-le, que ce soit fait dans toutes les formations véto qui sont en cours. Et de là naissent des choses extraordinaires. Les étudiants se mettent ensemble. Déjà, le pouvoir d'être à plusieurs permet de garder cet espoir et cette motivation. Trouver les cette, alors je dis pas que l'approche One Health est la réponse à tout. On a maintenant des institutions mondiales qui disent: «Ah, l'approche One Health va nous sauver des prochaines pandémies». Non, il faut aussi aller à l'origine des pandémies. C'est la perte de biodiversité. Je veux dire, c'est pas: «Oui, on a beaucoup de sparadrap maintenant, donc on est prêt à la prochaine hémorragie». Non, non, ça suffit pas. Hem Et puis essayer de dans les systèmes agroalimentaires, dans les systèmes de santé, dans la gestion de toutes les maladies aujourd'hui, de toutes les maladies, on peut optimiser des résultats en ayant cette approche, en ayant, en ayant cet axe biodiversité nature. Donc si c'est ça qui les intéresse, je pense qu'il faut trouver d'abord les intérêts communs entre pour un groupe d'étudiants, se mobiliser et établir des partenariats. Et je pense que c'est ça, c'est le réseau maintenant qui va construire une force de mobilisation. On n'est plus dans l'inaction, on est effectivement dans une volonté maintenant des étudiants de se mobiliser. Et vraiment, ma recommandation, c'est de se réunir, former des clubs, faire des liens avec des entreprises. Il y a énormément d'entreprises véto maintenant commencent à s'intéresser. Les entreprises ont aussi presque une obligation de s'investir maintenant dans tout ce qui est responsabilité sociale environnementale. Donc on peut trouver des partenariats, on peut trouver des financements et mener à bien des actions qui soient cohérentes, qui soient durables, qui soient en lien, qui répondent à des besoins réels et pas top-down. On revient à cette approche. Mmh. Voilà. Et je pense qu'il faut mettre la main à la pâte. Si un groupe d'étudiants en Bretagne dit mais voilà, on a tel endroit qu'on aimerait rewilder, à ce moment-là, ok, ils y vont. Euh, et les démarches peuvent être instaurées, les partenariats peuvent être établis. Ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie, surtout pour les premières fois, parce que tout le monde, c'est un peu nouveau. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Et Mmh. effectivement, la profession veto a un rôle considérable à jouer. Et cette formation veto a quand même, voilà, une certaine force, nous insuffle une bonne aptitude à la réflexion, à l'ingurgitation des données certainement, mais on a la capacité d'appréhender plein de domaines. Moi, je vois, c'est vraiment, et donc cette ouverture One Health peut nous correspondre, peut correspondre bien. Donc voilà, ma recommandation, ce serait plutôt ça. Puis bien sûr, ceux qui veulent venir nous voir sont les bienvenus. Et puis on n'est pas les seuls, il y a d'autres organisations, il y a aussi des formations qui sont mises en place. Donc il y a plein, plein, plein de possibilités. Comment on fait pour te suivre? Heu, on peut m'envoyer un email déjà. Ouais.
Après, les réseaux sociaux, c'est On pas mettra ton toujours, mail dans les notes de voilà, l'épisode. sur LinkedIn, voilà, sur LinkedIn. Bien. Je pense qu'on a déjà, enfin, je veux pas abuser de ton temps plus longtemps, mais c'était passionnant. Peut-être on aura l'occasion d'un autre podcast pour, si on veut aller plus loin sur certains aspects du débat. C'était un grand merci pour, euh, pour cet échange passionnant, très riche et puis très inspirant aussi. Et écoute, je te souhaite réussite sur les projets entrepris et puis au plaisir de te croiser un de ces jours. Avec plaisir, mais merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité et puis j'espère vraiment surtout pas continuer à être dans l'action et continuer à être optimiste et surtout pas baisser les bras. Et merci beaucoup et bonne continuation à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cet épisode du Veto du mois vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode une petite bio de notre invité et les éventuelles références faites dans l'épisode. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, proposer des invités, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée, encore 1000 merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.